Écoutons M. Marcel Politzer, qui termine son étude sur La Rochefoucauld. Aujourd'hui, l'amitié de La Rochefoucauld et de Madame de Lafayette. René Garcia lira les citations. Madame de Lafayette est plus que jamais décidée d'attirer à elle La Rochefoucauld. Et dans ce but, elle va prendre avantage d'un dissentiment qui s'est élevé entre la marquise de Sablé et la duchesse de Longueville. Celle-ci a cru devoir reprocher à son amie d'avoir fait lire à son fils cadet, le comte de Saint-Pol, les maximes de La Rochefoucauld. Ce livre exprime des sentiments contre lesquels elle s'élève, et elle s'indigne que son fils ait pu témoigner de l'admiration envers un homme qu'elle accable désormais de son mépris. Ayant deviné le prix que La Rochefoucauld attache à l'affection du jeune garçon, Madame de Lafayette va manœuvrer adroitement et obtiendra de la duchesse de Longueville ce qu'elle a refusé à Madame de Sablé. Elle réussira à attirer le comte de Saint-Pol, certaine à l'avance que La Rochefoucauld accourra aussitôt chez elle pour revoir librement ce fils de Madame de Longueville, qui est aussi le sien. Dès ce jour, La Rochefoucauld se sentira indissolublement liée à Madame de Lafayette. Loyalement, celle-ci a tout avoué à Madame de Sablé, qui, n'acceptant pas cette trahison, en a fait porter sur la responsabilité sur La Rochefoucauld et lui a consigné sa porte. Madame de Lafayette tient par-dessus tout à ce que le jeune comte de Saint-Pol ne prête pas un caractère de trop grande intimité aux relations qu'elle entretient avec La Rochefoucauld. Sans doute, elle souhaite aussi que Madame de Sablé n'y voie aucune équivoque. Elle lui écrit « Je ne vous répondrai qu'en vous disant que monsieur le comte de Saint-Pol sort de séance et que nous avons parlé de vous 1 heure durant, comme vous savez que j'en sais parler. Je hais comme la mort que des gens de son âge puissent croire que j'ai des galanteries. Il leur semble qu'on leur paraît 100 ans dès qu'on est plus vieille qu'eux, et ils sont tout propres à s'étonner qu'il soit encore question des gens. Et de plus, ils croiraient plus aisément ce qu'on lui dirait de monsieur de La Rochefoucauld que d'un autre. Enfin, je ne veux qu'il en pense rien, sinon qu'il aide mes amis. » On peut dès lors s'interroger sur les conséquences que va comporter sur le plan social l'intimité entre ces deux êtres qui font, aux yeux de tous, figure d'amant et de maîtresse. La vie de Madame de Lafayette a toujours été à l'abri des intrigues amoureuses, et elle se sent si parfaitement hors d'atteinte d'une véritable passion qu'elle ne peut concevoir que cette liaison nuise à sa réputation. À vrai dire, elle refuserait de renoncer à une amitié aussi exceptionnelle, car ce sentiment, plus cérébral que sensuel, la flatte, la stimule, sans toutefois lui faire perdre la tête. Mais il arrive que les amantes les plus calculatrices connaissent elles aussi les affres de la jalousie. Madame de Lafayette et La Rochefoucauld ont repris le chemin de l'hôtel de Nevers et du château de Fresnes. Les réceptions des Plessis-Guénégaud sont aussi brillantes que par le passé. Marguerite de Sévigné, la fille de la spirituelle marquise, en est un des ornements les plus séduisants. La grâce de ses 18 ans a attiré le regard de La Rochefoucauld, et cette muette admiration n'échappe pas à Madame de Lafayette. Elle en éprouve une mélancolie qu'elle ne songe pas à dissimuler. Et cependant, il n'a dû y avoir chez La Rochefoucauld aucune pensée équivoque. Chez le vieil homme aigri et désabusé, il n'y a plus de place pour un sentiment d'amour, et il est trop intelligent pour ne pas en sentir le caractère déplacé. Il a écrit « La vieillesse est un tyran qui défend, sur peine de la vie, tous les plaisirs de la jeunesse. Bien qu'il ait admis par ailleurs que les vieux fous sont plus fous que les jeunes, peut-être a-t-il dans son cœur un regret inexprimé de sa jeunesse lointaine devant l'éblouissante vision qui s'est offerte à ses yeux. Madame de Lafayette s'est sans doute méprise. Elle a eu tort de manifester sa jalousie, car si La Rochefoucauld s'est laissé aller à rêver quelques instants sur un visage de jeune fille, son ambition est une maîtresse bien plus impérieuse. Il songe surtout à s'occuper de la réédition de ses maximes, et décision bien inattendue, il a voulu reprendre du service pour la guerre qui se prépare en Hollande. Il va servir dans un régiment du marquis de Dangeau. Mais c'était une imprudence de vouloir exposer son corps usé aux rayons de la gloire, car ses rhumatismes ont mal supporté le climat des Flandres. Après avoir campé quelque temps devant Lille, il reviendra prendre ses quartiers d'hiver à Paris.
Repris par ses chères habitudes, il s'est reproché son comportement peu courtois à l'égard de madame de Sablé. C'est elle qui a favorisé l'éclosion de son talent. C'est à la faveur des compétitions littéraires qu'elle provoquait qu'il a travaillé et affirmé sa personnalité. Pris de remords, il lui écrit. Il souhaite de la revoir et, pour se faire pardonner, il allègue son mauvais état de santé. De son côté, madame de Sablé a subi bien des épreuves. Ses sympathies pour Port-Royal lui ont valu d'être persécutée, et elle a dû quitter sa maison de la rue de la Bourbe pour se réfugier chez son frère, le commandeur de Souvray. Elle ne résistera pas à l'appel de La Rochefoucauld et reprendra avec lui ce commerce épistolaire dans lequel elle trouve tant de dilection. Elle lui écrit. Quelque sujet que vous me donniez de me plaindre, j'aime tant tout ce que vous savez dire que l'estime que j'en ai et le plaisir que j'en reçois m'ôtent les armes de la main. Je voudrais avoir à cette heure les meilleures choses du monde pour établir notre paix. À peine rétablie, La Rochefoucauld a rendu visite à madame de Sablé. Leur intimité s'est renouée d'elle-même, et c'est, une fois de plus, sur le terrain littéraire que cette entente retrouve toute sa plénitude. La Rochefoucauld a pris connaissance des maximes de madame de Sablé. Il les a modifiées, et sous sa plume, elles ont pris une forme et un sens différents. Madame de Sablé ne met aucun frein à son admiration pour l'ami retrouvé. Elle lui écrit. Vous êtes le plus habile homme du monde, et cela ne se comprend pas que, sans études, vous sachiez parfaitement toutes choses. Il faut renoncer à toutes les morales et ne voir plus que la vôtre. La Rochefoucauld se grise de cet encens. C'est le tribut payé à son orgueil. Par ailleurs, il ne peut s'empêcher de penser que madame de Lafayette a émis de sérieuses critiques dès la parution de son œuvre. Depuis, elle les a remplacées par des éloges, mais cette volte-face n'a pas eu sur l'amour-propre du moraliste l'effet exaltant que lui a produit l'enthousiasme spontané de madame de Sablé. La Rochefoucauld s'attache à qui l'admire. Madame de Lafayette ne tardera pas à le comprendre, et renonçant à le retenir sur le plan affectif, elle se l'attachera définitivement par les moyens dont a usé madame de Sablé. Elle va former avec lui une union intellectuelle sous la forme d'une véritable collaboration. Madame de Lafayette vient de terminer La princesse de Montpensier et en a offert un manuscrit à La Rochefoucauld. Pour Zaïd, le nouvel ouvrage qu'elle va entreprendre, c'est à Segrais et à Huette qu'elle demande assistance. Mais c'est La Rochefoucauld qui se chargera d'en ordonner le style un peu décousu. En août 1669, la première partie du livre est terminée et remise à l'éditeur Claude Barbin. Sur la demande de madame de Lafayette et de La Rochefoucauld, Segrais a bien voulu accepter la paternité de l'ouvrage. En octobre paraît le premier volume, mais on ignore encore qu'il est l'œuvre de 3 collaborateurs. C'est à Segrais que va tout le succès. Mais en attendant que madame de Lafayette trouve dans l'assistance de La Rochefoucauld un élément précieux pour l'écriture de son prochain ouvrage, La princesse de Clèves, elle va s'ingénier à s'assurer de sa présence constante. Elle formera un groupe d'amis cultivés tel que l'avait compris jadis madame de Sablé. C'est ainsi qu'elle réunira autour d'elle des personnages avec lesquels La Rochefoucauld sympathise, comme Langlade, Esprit, Segrais, Huet, l'abbé Acqueville, Corbinelli, la marquise de Lavardin, la duchesse de Brissac. Elle réussit même le miracle d'y faire admettre par La Rochefoucauld son vieil ennemi, le cardinal de Retz, que les années ont enfin assagi. Mais La Rochefoucauld n'oublie pas qu'il a écrit dans son livre de maximes « La réconciliation avec nos ennemis n'est qu'un désir de rendre notre condition meilleure, une lassitude de la guerre et une crainte de quelque mauvais événement. » Le prince de Condé fait quelques apparitions rue de Vaugirard. La plus assidue est la marquise de Sévigné. Elle ne trouve qu'auprès de madame de Lafayette et de La Rochefoucauld une consolation à son chagrin d'avoir dû se séparer de sa fille, nouvellement mariée à monsieur de Grignan. Ainsi, madame de Lafayette, fidèle à sa pensée d'égaler madame de Sablé, a réussi à créer un salon où règnent la culture et l'intelligence. On y discute littérature, on y lit les envois de Port-Royal, les pensées de Pascal, les instructions chrétiennes de Saint-Cyran et les essais de Montaigne.
On a souvent cité cette phrase de Madame de Lafayette. Monsieur de la Rochefoucauld m'a donné de l'esprit, mais j'ai réformé son cœur. Il faut prendre cette déclaration comme une de ces flatteries auxquelles la Rochefoucauld était si sensible. L'esprit ne se donne pas, et Madame de Lafayette en avait tout naturellement. S'il s'était affiné au contact de la Rochefoucauld et des hommes cultivés qu'elle fréquentait, ceux-ci avaient eux-mêmes tiré profit de ces échanges. Avait-elle réellement réformé le cœur de la Rochefoucauld, à vivre dans l'intimité de cette femme attentive et attentionnée? Le moraliste connut sans aucun doute bien des apaisements, et son pessimisme dut s'atténuer quelque peu. D'autant que Madame de Lafayette l'avait fait profiter des protections qu'elle trouvait à la cour. La Rochefoucauld était engagée dans de nombreux procès. Son patrimoine allait être mis aux enchères, mais grâce à l'appui de son ami, il réussit à se soustraire aux menaces de ses créanciers. Le 18 décembre 1671, le libraire Claude Barbin obtint le privilège d'éditer plusieurs livres, dont un pour lequel il réservait le titre « Le prince de Clèves », qui deviendra plus tard la princesse de Clèves. Comme pour ses ouvrages précédents, Madame de Lafayette aura recours à la collaboration de Segrais et de La Rochefoucauld. Pour étayer cette affirmation, les critiques n'ont eu qu'à comparer l'écriture de l'ouvrage avec le style des lettres de Madame de Lafayette, qu'il qualifie lourd, plein de conjonctions, d'incorrections et de redites. À peine conçu, le projet de livre est suspendu. La guerre de Hollande vient d'éclater et la Rochefoucauld vit dans l'inquiétude. Il a donné à l'armée son fils aîné, le prince de Marsillac, et son quatrième enfant, Jean-Baptiste, chevalier de Malte. Dans les rangs de la noblesse, de jeunes hommes brûlent de se couvrir de gloire sous les yeux du roi. Parmi eux se trouve le comte de Saint-Pol, devenu le duc de Longueville. Dans un dîner qui les a trouvés réunis la veille de leur départ, Ninon de l'Enclos a eu le pressentiment du sort funeste qui les attend. Regardant le fougueux duc de Longueville, elle a dit « J'ai bien peur que ce jeune seigneur ne fasse quelque sottise. » Son pressentiment n'était que trop fondé. Le 17 juin, au cours d'une escarmouche, le prince de Marsillac est blessé. Le chevalier de Marsillac et le duc de Longueville sont tués. La douleur de la Rochefoucauld fut immense. La perte du duc de Longueville l'affectait d'autant plus qu'il se devait aux yeux du monde de ne pas se laisser aller ouvertement à son désespoir. C'est dans ces circonstances que Madame de Lafayette donna la preuve de son attachement et de sa perspicacité. Elle comprit que seul le travail pourrait avoir raison de l'hypocondrie dans laquelle la Rochefoucauld s'enlisait, état moral aggravé par des crises de goutte intolérables au cours desquelles le malade appelait la mort comme une délivrance. Vers la fin de 1677, Madame de Lafayette put décider la Rochefoucauld à travailler à la princesse de Clèves. Ils ne firent l'un et l'autre aucun mystère de cette collaboration. Ce ne sera qu'après la parution du livre et des critiques qui l'accueillirent qu'ils se défendront d'en être les auteurs. Désormais, la Rochefoucauld est surtout préoccupée par le souci de fortifier la puissance de sa maison. Son fils aîné, le prince de Marsillac, est bien en cour, et son petit-fils François VIII, duc de la Roche-Guyon, épousera la fille de Louvois, s'assurant ainsi de la faveur du roi. Le chef de l'illustre famille a sacrifié à son héritier les intérêts de ses autres enfants, qui, selon la coutume généralisée, sont presque tous entrés dans les ordres. Mais il a assuré à sa race la grandeur et la pérennité qui furent toujours à la base de son ambition. En mars 1680, la Rochefoucauld tombe sérieusement malade des suites d'un accès de goutte qui gagne tout l'organisme. Le traitement d'un médecin anglais semble un moment lui apporter la guérison. Mais le mal reprend, et dans la nuit du 17, le duc rendait son âme à Dieu, après avoir reçu l'extrême onction des mains de monseigneur Bossuet. Les parents et les amis du défunt vinrent consoler Madame de Lafayette. Ce fut le privilège de l'égérie de recevoir telle une veuve éplorée les condoléances et les hommages. L'histoire allait garder indissolublement unis les noms de Madame de Lafayette et de la Rochefoucauld.